Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers camarades, bienvenue au Grand Amphithéâtre des Arts et Métiers. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent ou redécouvrent ce beau campus des Arts et Métiers inauguré en 1912. J'aimerais introduire cette conférence, cette soirée, en rappelant quelques faits historiques. Les Arts et Métiers ont été créés en 1780 par le duc de La Rochefoucauld dans sa ferme Éliancourt et a été initialement créé pour fournir une formation à la fois technique et théorique au pupilles de son régime. Dès son origine, ils ont été pensés pour former des ingénieurs de terrain capables de répondre aux besoins de l'arrière industriel et de l'État. Lors de la Première Guerre mondiale, les Gazards ont été massivement mobilisés, tant sur le front militaire que sur le front industriel, et ils ont aidé à la réorganisation et à la montée en masse de la production industrielle d'usines, comme par exemple l'usine Saint-Chamond, l'usine Schneider, l'usine Renault, et ont même contribué à la naissance et à l'industrialisation de l'aviation française que nous connaissons aujourd'hui. Donc derrière des belles stratégies nationales, il y a toujours cette arrière de production, avec ces Gazards ou ces ingénieurs capables de produire, capables d'innover ou de faire tenir dans la durée. Voilà, maintenant dans ce contexte international tendu, ce contexte géopolitique que nous connaissons tous, cette réalité revient au premier plan. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème de la réindustrialisation de la défense française pour cette soirée de conférence. Voilà. Juste avant, je vais arrêter de parler parce qu'aujourd'hui vous êtes venus pour écouter nos chers conférenciers, vous n'avez pas voulu m'écouter parler. Mais juste avant, j'aimerais introduire Monsieur Champanet, je vous prie d'accueillir bien chaleureusement le directeur de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Alors, quand j'interviens, j'ai toujours un petit rôle de concierge à faire au début, pour vous prévenir que les tablettes qui sont devant vous ont été conçues par des ingénieurs à métier, elles ont le pouvoir de se relever très facilement, c'est pour que vous puissiez évacuer facilement, mais elles peuvent aussi éjecter les objets qu'on pose dessus, il y a eu un petit accident déjà ici, donc voilà, elles seront intraitables vis-à-vis de vos matériels électroniques préférés, donc faites vraiment attention à vous appuyer le plus bas possible. Désolé de ce message, mais il est indispensable. Je suis vraiment très content que vous soyez là et je remercie les intervenants ce soir. J'avoue que quand on a commencé à discuter du thème de la soirée, c'était il y a quelques mois déjà, j'étais un petit peu sceptique sur la capacité à mobiliser autour de ce thème-là. Et je pense qu'on n'a jamais réuni autant de monde sur un thème de conférence. Donc, bravo à vous. Et c'est sans doute le signe qu'on est sur un thème qui intéresse aujourd'hui. J'intervenais ce matin sur le thème quels ingénieurs pour demain. Et effectivement, parmi tout ce que j'ai balayé comme compétences nouvelles pour les ingénieurs, les questions de souveraineté sont maintenant au centre de la formation. Les questions de sécurité ne peuvent pas être ignorées par les ingénieurs dans leur métier. Alors, c'est pas encore sûr que ce soit des sujets qu'on aborde nous en termes de formation, parce que c'est des sujets qui montent en puissance extrêmement rapidement. Mais si vous êtes là si nombreux ce soir, c'est sans doute parce que vous êtes conscients de cette problématique-là. Et si avec la LGE, on peut faire en sorte que les intervenants qui sont là ce soir vous éclairent sur ces problématiques-là, c'est une très bonne chose et qui nous aidera sans doute aussi, nous, à faire évoluer nos cursus par la suite. Donc merci à Elisabeth et à vous tous, chers collègues, pour votre présence et très bonne soirée. Merci. Juste avant de commencer, je vais vous présenter succinctement. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Elisabeth Crépon, qui est actuellement vice-présidente formation, vie étudiante et égalité des chances de l'Institut Polytechnique de Paris. Elle est ingénieure générale de l'armement, titulaire d'un doctorat en chimie et a débuté sa carrière dans la délégation générale de l'armement au sein de ce qui est devenu l'Agence d'innovation de défense, AID.
Elle a ensuite rejoint l'école polytechnique, puis l'ENSTA, qu'elle a dirigée. Elle a également été présidente de la CTI, Commission des titres d'ingénieur. Merci à vous d'être présents. Ensuite, nous avons ensuite Marc Darmon, senior vice-président en charge de l'Europe et des filiales européennes du groupe Thales. Après des débuts en ingénierie dans le domaine des télécommunications militaires, il a fait toute sa carrière dans les domaines des hautes technologies et du numérique pour la défense et sécurité. Il est président du GICAT, il a été président du GICAT, le regroupement des industriels de l'armement terrestre de 2020 à 2024, et le président de la filière industrielle sécurité cybersécurité depuis 2014. Merci encore à vous. Nous avons ensuite le général de division Christophe Gazançon, qui a intégré l'École nationale supérieure d'arts et métiers en 1991, qui est la Angers 191, l'élite de la nation, un ingénieur à métier. Ensuite, il a obtenu son diplôme d'ingénieur, il a choisi l'arme du matériel de l'armée de terre en 1994. Il a mené l'essentiel de sa carrière dans la maintenance terrestre, tant dans ses dimensions opérationnelles qu'industrielles. Ancien commandant du 6e régiment du matériel de Besançon, il a notamment été engagé en Afghanistan comme chef du bataillon logistique de l'opération Pamir, où il a conduit la manœuvre de désengagement des forces françaises. Auditeur du CHEM et de l'IHEDN, il a commandé les écoles militaires de Bourges à l'école du matériel à partir de 2022, avant d'être nommé directeur du service de la maintenance industrielle terrestre, plus connu sous le nom de SMITER, en 2024, puis a été promu général de division en janvier 2025. Merci de votre temps. Ensuite, nous sommes aussi avec M. Thierry Gueff, entrepreneur et dirigeant de PME et d'ETI industrielle depuis plus de 25 ans. Thierry Gueff est un acteur engagé de la souveraineté industrielle française et de la structuration de la BITD. Il est aujourd'hui directeur général du groupe Elno, vice-président du GICAT et président du cluster Eden Île-de-France. Ancien élève de l'école polytechnique de Técole Paris et auditeur de l'IHEDN. Merci, monsieur. Et enfin, nous sommes avec monsieur Arnaud, Walter Arnaud, ingénieur général de l'armement. Il est actuellement directeur adjoint de l'industrie de défense à la direction générale de l'armement, plus connu sous le nom de DGA. Il traite notamment de la base industrielle de défense. Il a été responsable logistique des vaccins contre la Covid et d'un point de vue académique, il a un doctorat en électronique et une habilitation à diriger les recherches. Merci à vous. Merci encore d'être présents ce soir. Aujourd'hui, vous êtes tous issus d'une école d'ingénieurs. J'aimerais poser une question à Madame Crépon. Est-ce que les métiers de l'industrie de défense aujourd'hui attirent les jeunes ingénieurs ? Bien, bonsoir à toutes et tous. Alors, je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. Je suis très impressionnée par cet amphi rempli. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu un amphi aussi rempli. Et en fait, sur le panneau là-bas, je vois quel plaisir de vous voir. Écoutez, vraiment, c'est un plaisir pour moi de pouvoir témoigner, interagir avec vous. Je vois pas mal d'étudiants dans cet amphi. Alors oui, j'ai une formation d'ingénieur et donc cette formation d'ingénieur m'a conduit après un début de carrière à la DGA, comme ça a été rappelé, la Délégation Générale de l'Armement, à entrer dans l'enseignement supérieur dans les écoles sous tutelle du ministère de la Défense. Et je voudrais en fait, avant de répondre à votre question, simplement revenir un petit peu en arrière parce que je pense que ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc quand j'ai commencé à avoir des responsabilités au sein de ces écoles, alors des écoles sous tutelle du ministère de la Défense, donc des écoles orientées par nature vers le secteur industriel de défense, en fait c'était un secteur, certes, le pourcentage d'ingénieurs formés dans ces écoles allant dans ce secteur était plus important, mais ce n'était pas un secteur qui avait une grande visibilité, c'était un secteur qui était souvent abordé par la question de la dualité, je pense qu'on va y revenir. Et il faut se souvenir qu'on était à cette époque dans un temps, dans un environnement géopolitique complètement différent, c'est le temps de la paix,
d'une économie qui est en pleine mondialisation, et donc les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui n'étaient absolument pas, je veux dire, sur l'écran. Alors, il y a quand même eu une petite évolution juste avant le Covid. Alors, je m'en souviens parce que ça m'a marqué. À ce moment-là, je dirigeais l'ENSTA, et je me souviens d'un groupe d'étudiants qui avait organisé une conférence, et puis je changeais avec eux à la fin de la conférence, et qui me disent, quand même, madame, on ne met pas assez en avant le fait que l'ENSTA soit sous tutelle du ministère de la Défense. J'étais un peu surprise parce que, évidemment, loin de nous l'idée de cacher que la tutelle de l'ENSTA était le ministère de la Défense, donc c'était mis en avant. Mais en fait, ce que voulaient dire les étudiants, c'est que le fait que cette école soit sous tutelle du ministère de la Défense, que par nature, elle oriente vers le secteur de la défense, c'était quelque chose qui était important, qu'il fallait beaucoup plus souligner, parce que c'était susceptible de susciter l'intérêt des étudiants. Voilà. Alors aujourd'hui, vous connaissez en fait l'environnement géopolitique. Donc la réponse à la question, c'est oui. Enfin, moi, ce que je peux constater, c'est que les étudiants, les jeunes ingénieurs sont intéressés par le secteur de la défense. Je voudrais juste illustrer cette affirmation. D'abord, en fait, votre présence ce soir, sur aussi nombreux, et de façon un peu générale, dans les établissements, dans les écoles, ce type de débat, de conférences sur le secteur de la défense, et plus largement sur les secteurs de souveraineté, parce que la défense est un élément de la souveraineté, mais il y en a d'autres. Ce sont des débats qu'on voit aujourd'hui, et que l'on ne voyait pas, ou en tout cas beaucoup moins, il y a quelques années. Donc défense, mais aussi souveraineté énergétique, souveraineté technologique, ce sont des sujets qui intéressent les jeunes ingénieurs aujourd'hui. Ce que je vois également, qui témoigne de cet intérêt, c'est l'augmentation en fait des candidatures pour les postes proposés par les ministères, par la fonction publique, et en particulier dans les corps techniques de l'État. Moi je suis ingénieur de l'armement, donc il y a un corps de l'armement, et donc de plus en plus d'ingénieurs diplômés candidatent pour entrer donc, dans ces corps et travailler au service du ministère de la Défense. Il y a d'ailleurs, j'en profite, un partenariat entre les arts et métiers et donc les écoles qui forment pour ces corps techniques. Ça s'appelle le Parcours Talent, et un de vos camarades est actuellement en formation pour préparer le concours de l'armement. Également, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, les étudiants connaissent mieux aujourd'hui les industries de défense. Naval Group, des CNS, à un moment, c'était une entreprise qui était connue de quelques écoles et ingénieurs. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont connues, et les étudiants ont bien à l'esprit la diversité des fonctions qui sont offertes par ces entreprises, et je suis sûre que donc les intervenants de la table ronde reviendront sur cette diversité. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, et je pense que c'est vraiment important pour les ingénieurs, c'est vraiment la dimension recherche, technologie, innovation. Il y a des enjeux de recherche et de technologie dans ce secteur qui sont extrêmement intéressants, qui sont enthousiasmants, et qui, pour des ingénieurs en formation, c'est extrêmement intéressant de se poser ce type de questions, en particulier, mais pas uniquement dans le domaine du numérique. Et d'ailleurs, je voudrais juste souligner le fait que la commission des titres d'ingénieurs vient de créer l'année dernière une nouvelle spécialité pour les diplômes d'ingénieurs, une spécialité défense et sécurité. Voilà, donc oui, les ingénieurs et les étudiants en école d'ingénieurs sont très intéressés, plus intéressés encore aujourd'hui par le secteur de la défense. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant, j'aimerais poser une question à M. Gueff. Qu'est-ce qui rend justement cette industrie de défense si intéressante? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Alors, avant de répondre, j'aimerais parler des a priori. Parce que souvent, on entend des a priori sur le monde de la défense, le monde de l'armement, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et les a priori, on entend souvent, il y en a 4. En tout cas, pour les jeunes étudiants ou ceux qui rentrent dans l'élective après un diplôme d'ingénieur. Premièrement, c'est que l'industrie de défense sera un marché niche. Deuxièmement,
c'est que l'industrie de l'armement serait un milieu fermé. Grossièrement, on y rentre et on y fait sa carrière et on n'en sort pas. Troisièmement, et là c'est évidemment de tout temps et c'est assez prégnant aujourd'hui, c'est une entreprise, une industrie qui n'est pas éthique. Tout ce que ça comporte, les RSE, c'est-à-dire la partie morale, mais aussi la partie environnementale. Et enfin, c'est une industrie qui ne paye pas assez, en tout cas au regard de ce que peut proposer la finance, par exemple, au Conseil. Alors, si vous permettez, je vais tâcher de casser ces 4 a priori, l'un après l'autre. Évidemment, j'ai un objectif, donc on pourra en reparler derrière avec mes amis dans cette table ronde et aussi répondre à vos questions. Parlons du premier a priori, un marché niche. L'industrie de l'armement, c'est 4000 entreprises, 9 grands groupes internationaux que le monde entier nous envie, dont Thales, si brillamment représenté ici par Marc Darmon, mais Naval Group, comme l'a rappelé Madame, LBDA, Safran, Airbus, tout le monde oublie souvent qu'Airbus parle de défense aussi, Dassault, bien évidemment, etc. C'est 200 000 emplois directs et autant d'emplois indirects, donc 400 000 emplois industriels liés à la défense en France. Il y a 3 industries qui sont exportatrices, c'est-à-dire dont la balance commerciale est positive. Le luxe, le tourisme et la défense. Donc travailler dans la défense, c'est aussi potentiellement une carrière internationale. Enfin, c'est depuis maintenant presque une dizaine d'années, un monde qui est en pleine croissance. En France, l'économie de défense, c'est 7,5% de croissance par an. L'année dernière, en 2025, le marché de l'armement a représenté en France uniquement, pour l'industrie de défense française, 53 milliards d'euros. En 2030, ce sera 84 milliards d'euros. Et en 2035, ce sera 117 milliards d'euros. Donc c'est une entreprise, la défense, qui est en croissance très soutenue, à comparer avec d'autres industries. C'est aussi une très technologique, comme l'a rappelé Madame. Bien entendu, l'avionique, mais c'est aussi les communications, l'intelligence artificielle, le quantique, la robotique. Et là, ça n'est pas, comment dire, de l'amont, c'est de l'aval. À la fin, il faut faire des instruments, des équipements, des systèmes qui fonctionnent, qui sont utilisés dans tous les domaines d'opération. Et il y a évidemment tous les métiers scientifiques et techniques qui sont représentés tous, absolument tous de l'industrie. Passons maintenant au deuxième a priori. On y entre et on n'y sort pas. C'est évidemment complètement faux. D'abord, les entreprises de défense sont quasiment toutes duales. Thales, évidemment, Thales c'est la défense, mais c'est aussi le monde civil. Mon entreprise, je travaille pour la défense, mais aussi pour l'aéronautique civile. Je travaille pour le ferroviaire. Et c'est quasiment toutes les boîtes de la défense qui sont duales. D'ailleurs, la DGA nous demande pour des raisons de stabilité économique et de pérennité. Sur les métiers transverses, c'est-à-dire que quand vous rentrez en défense, vous allez apprendre un métier, le parfaire par rapport aux connaissances théoriques que vous avez aujourd'hui. Et c'est l'école de l'excellence, parce que l'armement, c'est zéro défaut. On n'a pas le droit à l'erreur. Et ça nous suit pour toute notre carrière. Commencer par la défense, d'ailleurs l'aéronautique c'est pareil, le spatial. C'est un gage de qualité, de savoir-faire, d'excellence. Et enfin, il y a une très forte porosité avec tous les secteurs de technologie. J'en ai parlé à l'instant, l'avionique, le spatial, l'automobile, le ferroviaire. Passons au troisième a priori, l'éthique. Écoutez, on est entre adultes aujourd'hui, d'accord? Donc, les Romains, la République romaine avait l'habitude de dire, et c'est resté 2000 ans après, et là je crois que c'est l'adviseur d'un terme en général, je dirais si je me trompe, si passel, parable, si tu cherches la paix, prépare la guerre. La France, c'est un pays de défense, c'est pas un pays offensif. Et pendant très longtemps, c'est le ministère de la Défense, donc c'est le ministère des Armées, mais c'est pas le ministère de la Guerre, d'accord? On n'est pas un pays qui fait la guerre, on est un pays qui défend, qui se défend.
qui défend les minorités. C'est pour ça que l'armée en France existe. Elle est là pour défendre nos libertés, notre démocratie, nos valeurs. Surtout dans un monde aujourd'hui qui imagine, qui pense, et même qui ose dire le contraire. Donc, respecter nos valeurs, c'est aussi croire à notre politique de défense et donc à notre armée. Enfin, ce ne serait pas écologique, la défense. C'est aberrant. Les systèmes d'armes, c'est 40 ans. Et on ne peut pas démanteler un système d'armes et le mettre à la poubelle. La grande consommation, c'est 5 ans, 7 ans les cycles. Ici, depuis déjà des décennies, les systèmes d'armes, les équipements sont pensés dans la durée, ils sont pensés pour être recyclés. D'ailleurs, la cible ici présente est là pour ça. Donc, on pense écologie par nature. Et enfin, ce serait moins attractif financièrement, c'est vrai. C'est sûr que la première année, vous bossez dans la banque, vous gagnez bien plus. Mais en pratique, quand on regarde les enquêtes sur le terrain, au bout de 10-15 ans, ça s'équilibre. Voire même, ça peut s'inverser. Donc voilà. Et en plus, la banque, très franchement, pour le coup, c'est un peu fermé. Hein. On peut bosser dans l'industrie, bosser à la banque après, mais le contraire, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'apporte vraiment l'industrie de défense? J'en 3 minutes. Ça apporte du sens, du concret, des valeurs. On n'est pas en train de faire des présentations PowerPoint, on fait des équipements, on fait des systèmes qui sont utilisés par nos armées, par nos militaires, par nos soldats, par les taux d'opération. Cette dissuasion, c'est pour éviter la guerre. L'industrie qui est complète, de la conception à la fabrication, un ingénieur des arts et métiers va penser l'équipement, va le concevoir et aussi va le fabriquer. Et avec une vision globale, on ne fait pas un PowerPoint sur une partie, on fait du concret. Et en face, c'est l'école d'excellence. Très armement, c'est très loin de meilleur. Voilà. Merci, M. Goff. Bon, en France, on a la chance d'avoir une BITD. Moi, j'aimerais poser une question à M. Darmon. Quelles sont ses caractéristiques, justement? Merci, bonjour à tous. Je vais être complémentaire de ce qu'a dit Thierry pour ne pas redire la même chose. Et avant de donner de vous dire pourquoi la BITD, donc l'industrie de défense, est formidable, je voudrais dire un mot de l'industrie en général, puisque vous êtes maintenant, pour beaucoup, bientôt ingénieur. Quand on est ingénieur, le mieux, c'est de devenir ingénieur, c'est-à-dire de rentrer dans l'industrie. En fait, on a une sinistrose en France qui consiste à penser que notre industrie et notre économie sont en retard. Dans le domaine de l'industrie, c'est pas vrai du tout. Si je prends l'industrie non-défense, aujourd'hui, ayons en tête que les plus beaux avions du monde sont faits en France, les plus grands paquebots du monde sont faits en France, les TGV, les box internet, c'est des sujets aussi larges que ça, les leaders mondiaux sont en France. Et dans le domaine militaire aussi. Les avions de combat, les qui se vendent le mieux sont en France, Naval Group a presque 10 ans de carnet de commande, les sous-marins que l'on fait s'achètent dans le monde entier. Donc on a une industrie d'excellence. C'est important de le dire parce que le métier d'ingénieur, le métier dans l'industrie, c'est un métier extrêmement porteur et sur lequel on est en position de leadership. C'est pas du tout un métier de loser, c'est un métier de winner. Alors en l'occurrence, la BITD, c'est-à-dire l'ensemble de l'industrie de défense, Thierry l'a bien défini, ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est un vrai écosystème. Les grands groupes, les ETI, les PME, les startups, le monde académique, les écoles, la somme de tout ça fait un écosystème extrêmement vivant, extrêmement dynamique, dans une industrie qui est extrêmement technologique. Alors je vais dire un mot sur la technologie, même si Thierry l'a dit. D'abord, je voudrais rappeler un sujet, on parle d'industrie de défense, et plus depuis longtemps maintenant d'industrie d'armement. Pourquoi? D'abord parce que la défense, ça protège de la guerre, comme on l'a cité en latin. Mais quand on regarde, vous avez dit que j'avais été président du J4 pendant 4 ans, j'ai présidé donc 2 fois l'exposition qui s'appelle Eurosatori. Eurosatori, c'est la plus grande exposition de matériel de défense au monde. Et bien, Eurosatori, c'est gigantesque, hein, je dois dire. 20% des stands seulement disposent de matériel d'armement, c'est-à-dire de matériel létal. Des missiles, des mortiers, des obus. 80% des stands n'ont pas de létal. C'est du matériel de défense, de communication, de détection, des radars, des sonars, des systèmes de confort du soldat, des systèmes de transport, de soutien, du matériel, beaucoup de choses pour faire et pour se défendre qui ne sont pas de l'armement. Et tout cela est extrêmement technologique, d'abord parce que dans l'industrie de défense, on a eu bien sûr l'ouragan du numérique, le même que celui que vous connaissez dans la vie high-tech civile,
mais le même, vous imaginez bien. Le numérique, le cloud, l'intelligence artificielle, le traitement de signal pour être capable de détecter plus vite, de comprendre plus vite, de décider plus vite. Mais d'autres technologies extrêmement performantes, extrêmement avancées, par exemple celle du monde quantique. Alors tout le monde connaît ou parle du calcul quantique, mais en fait le phénomène quantique peut apporter beaucoup d'autres choses que le calcul quantique. Par exemple dans les capteurs, on peut utiliser les technologies quantiques pour les radars, pour la détection de gravité, pour la supraconductivité et pour beaucoup d'autres choses. Et donc toutes ces technologies, elles sont extrêmement présentes dans le monde de la défense, mais en plus de ça, dans le monde de la défense, on a des contraintes supplémentaires qui rendent le métier d'ingénieur passionnant. Je prends deux exemples. Dans le domaine de la cryptographie, le chiffrement des données, on chiffre les données dans le monde civil. Déjà, WhatsApp c'est chiffré, vos emails sont chiffrés, Microsoft offre du cloud chiffré. Mais dans le domaine de la défense, on est obligé de le chiffrer à un niveau supérieur pour être capable de résister à de l'interception d'un État, à l'interception d'un service spécialisé. Mais en plus d'être obligé de se chiffrer de façon extrêmement performante avec des algorithmes très compliqués, il faut, dans le domaine de la défense, vous imaginez bien, être très frugal et économique en énergie, être capable d'être stocké sur des équipements tout petits. Et parfois, quand on a un téléphone chiffrant qui doit résister aux attaques d'un ennemi, il faut, sur le même téléphone, être capable d'avoir le chiffre de toute la partie cryptographie, en plus d'un téléphone comme celui que vous avez dans votre poche. Et donc, technologiquement, on voit bien l'importance et l'intérêt technique. Donc, une fois que j'ai dit que c'était très, très technologique, je voudrais redire ce qu'a dit Thierry, c'est que dans le métier de la défense, on a l'ensemble des métiers d'industrie. L'industrie de la défense, c'est un peu l'industrie des grands projets. Un programme de défense, un programme d'armement, c'est conçu à l'avance. Évidemment, comme c'est très compliqué, très technologique, on met quelques années à le développer et il faut bien sûr le gérer de façon extrêmement professionnelle pour que ça réponde aux besoins et que ça réponde à un besoin opérationnel dans lequel on a besoin d'être sûr que ça fonctionne. Mais dans les métiers de l'industrie de défense, on a tous les métiers d'industrie. On a donc le métier commercial, le métier marketing. Oui, marketing. Je vois que vous levez les yeux, mais donc il y a du marketing dans la défense. On a besoin d'être toujours au plus près des vrais besoins opérationnels. J'en parlerai tout à l'heure, mais vous voyez bien que depuis quelques années, le besoin opérationnel, en plus, a un peu évolué. De l'ingénierie, bien sûr, et du métier d'ingénieur au niveau le plus élevé, de la recherche et technologie avec des études amont, évidemment du management de contrat, du management de projet, et puis toutes les fonctions de l'industrie qui sont les fonctions plus support, de management industriel, de management financier, de la communication, etc. Je termine juste par un exemple de la carrière que j'ai pu faire, où je suis rentré dans un laboratoire de recherche, développé à l'époque des brevets, j'ai fait des conférences, puis après développé des produits souvent en forme d'ingénierie, du marketing, puis du management d'entités de plus en plus grandes. Et vraiment, c'est un domaine dans lequel le métier sont tellement variés qu'on ne s'ennuie pas un instant. Le métier n'est pas fermé, on peut passer de l'industrie à l'autre, mais s'il était fermé, ça ne serait pas grave tellement les métiers sont variés. Voilà, je voulais vous convaincre, et je redis la phrase par laquelle j'ai commencé. S'il vous plaît, maintenant que vous êtes ingénieur, devenez ingénieur, c'est passionnant. Très bien. Bon, maintenant, si on fait le lien avec la situation géopolitique, avec l'actualité, est-ce qu'elle a un lien justement sur l'évolution de cette BITD, sur l'évolution de cette industrie? Alors, ce que je veux dire là, c'est des choses que vous savez, que je veux juste remettre en forme, mais vous lisez les journaux et vous voyez bien ce qui se passe. Depuis 2-3 ans, il y a plusieurs tendances simultanées qui se passent. La première, évidemment, c'est que la plupart des pays qui avaient baissé leurs dépenses de défense depuis une trentaine d'années, depuis la chute du mur de Berlin, se rendent bien compte qu'il faut se défendre. Si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Il faut se défendre, il faut réinvestir. Et donc, la plupart, dans les pays d'Europe notamment, la plupart des pays augmentent considérablement leur budget de défense. La France a un budget de défense en croissance, une loi de programmation militaire de combat, mais d'autres pays font encore beaucoup plus. L'Allemagne va passer en 5 ans de 30% de moins que la France à 2 fois la France. L'Allemagne va passer de 50 milliards d'euros de dépenses à 150 milliards. Mais la Pologne, la Roumanie, la Suède, le Danemark, beaucoup de pays augmentent considérablement leurs dépenses. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance,
Et on l'a vu avec les déclarations de M. Trump, mais ce n'est qu'un symptôme. La deuxième tendance, c'est que l'Europe va avoir de plus en plus besoin de se débrouiller en européen. Et le bouclier et la protection du grand frère américain ne sera pas toujours là. Et on a besoin d'être de plus en plus capable d'être autonome, souverain, résilient en européen. Et ça veut dire que dans beaucoup de pays, il va falloir être beaucoup plus en préférence européenne qu'ils le sont aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de la France. La France est en préférence européenne et française pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Mais dans d'autres pays, il va falloir être beaucoup plus en européen. La troisième tendance, c'est que l'Union européenne elle-même a décidé de rentrer dans le jeu pour essayer de rationaliser les choses et de mettre des schémas incitatifs pour dépenser plus, pour dépenser mieux, pour dépenser plus en commun. Et donc l'Union européenne a décidé de créer des tas de schémas pour faire en sorte qu'un produit soit acheté par plusieurs pays à la fois. Évidemment, on a en Europe beaucoup de programmes d'avions de combat, de frégates, de chars, de postes radio. Et avoir un seul programme de frégate dans toute l'Europe, c'est très ambitieux et probablement très utopiste. En revanche, pousser plusieurs pays à acheter la même chose, le même radar ou même la même frégate, plusieurs pays l'achètent la même chose en même temps sur les mêmes spécifications, ça fait du sens. Et en plus, au-delà de l'économie que ça apporte, ça permet l'interopérabilité puisque les produits des différentes armées peuvent communiquer et travailler ensemble. Ça permet des gains en maintenance, en réparation, et donc c'est évidemment efficace. La quatrième tendance, c'est que ce que l'industrie défense doit fabriquer change. Et alors qu'on fabriquait beaucoup de systèmes pour du combat, une sorte de guerre froide, donc du combat de longue distance, on voit bien sur le théâtre d'opération aujourd'hui en Ukraine qu'on est sur du combat qui ressemble beaucoup à de la guerre d'il y a une centaine d'années, plus beaucoup de technologies en plus, des drones, du combat collaboratif, beaucoup de choses en plus, mais on doit modifier ce qu'on doit fabriquer pour nos armées. Et l'insertion technologique est maintenant continue. Les grands programmes d'armement qui doivent décider pendant plusieurs années quel porte-avions on doit construire, puis décider de le construire, puis de le maintenir, tout ça, ça existe toujours, mais avec des cycles beaucoup plus courts d'insertion technologique, de nouvelles technologies, qui viennent du numérique, ou qui viennent des jeux vidéo, qui viennent des réseaux sociaux. Beaucoup plus de technologies qui doivent s'insérer en continu. Et donc, vous voyez, beaucoup d'influences qui font que cette industrie devient vraiment passionnante. Le dernier, et je vous laisserai la parole pour les autres intervenants, mais le dernier, c'est l'image de la défense. L'image de l'industrie défense qui était tout sauf ESG, tout RSE, tout écologique. Aujourd'hui, l'image de la défense doit être au contraire une industrie qui protège nos libertés, qui permet de défendre nos valeurs, qui permet de sécuriser notre démocratie. Et comme c'est effectivement sur le front technologique, sur le front écologique et très technologique, on a vraiment tout d'une industrie d'excellence et qui doit être actionnante. Bon, maintenant, on va remonter un petit peu plus haut dans la chaîne. Monsieur Arnaud, vous travaillez à la DGA, donc la colonne vertébrale de l'industrie de défense. C'est bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui décide, qui contrôle, qui prescrit les budgets, les stratégies, et quel est le rôle de la DGA? Alors, bonsoir à tous et à tous. Alors, le rôle de la DGA, qui était auparavant une délégation ministérielle, qui est une délégation générale et qui aujourd'hui est une direction générale de l'armement, a plusieurs grandes missions. Première mission, c'est conduire les programmes d'armement. Ça, c'est clairement un métier d'ingénieur, parce qu'un programme d'armement, c'est un métier d'ingénierie complexe, et donc, par définition, un métier d'ingénieur. Et effectivement, nous avons des ingénieurs du corps de l'armement qui sont formés pour ça, mais nous avons aussi des ingénieurs civils qui sont recrutés pour ça. C'est aussi la préparation de l'avenir, et typiquement, effectivement, l'innovation, la mise en place de plans d'innovation, de faire en sorte que l'innovation soit pilotée pour servir dans un deuxième temps, dans un troisième temps, à la conduite des programmes d'armement. La DGA, et je pense que ça conditionne une grande partie aussi de notre BITD, notre industrie de défense, c'est aussi le soutien à l'exportation. Ce qui permet aux armées françaises d'avoir la panoplie quasi complète de tous les systèmes d'armes, toutes les armes possibles, que à nous seuls, nous ne pourrions pas nous payer, c'est aussi le fait que nous en exportions. Effectivement, tout à l'heure, des chiffres d'affaires ont été évoqués. Il faut savoir que, selon les années, entre 10 et 25% en gros sont dus à l'export.
Et sur ce point, la France est aujourd'hui le deuxième exportateur d'armement au monde. Alors, avec un petit bémol, c'est que du fait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ces deux pays ont une interdiction d'exporter. Donc il y a quelques années, la Russie était le deuxième exportateur. Aujourd'hui, sa loi lui permet de le faire, donc la France est passée devant. Néanmoins, c'est quand même le signe, et ça a été dit, que l'armement français est un armement de qualité, puisqu'il est quand même choisi par un grand nombre de pays. La DGA, évidemment, elle ne travaille pas seule. Elle fait partie d'un triptyque qui est avec les forces, parce que ce sont d'abord des armements qui sont faits pour équiper le besoin des forces, et puis avec l'industrie. Parce que depuis maintenant une trentaine d'années, il y a eu une époque où la DGA avait ses propres arsenaux. Aujourd'hui, la DGA est une maîtrise d'ouvrage, et effectivement, c'est plutôt l'industrie qui est la maîtrise. Et donc, on ne fonctionne pas, je dirais, de façon individuelle, on fonctionne avec une coopération entre les forces, qui expriment un besoin, et l'industrie, qui ensuite va réaliser matériellement ce besoin avec une DGA entre les deux, qui va l'articuler en programme d'armement, qui va la structurer, la structurer entre innovation, programme d'armement et ensuite préparation du soutien, et on verra que le soutien est essentiel notamment, et articulation budgétaire. Voilà. Donc la DGA est un acteur majeur de l'industrie de l'armement. Elle n'en est pas l'unique acteur, et même il ne faut pas qu'elle le soit. Et aujourd'hui, il y a une évolution qui commence à apparaître, c'est qu'on était plutôt dans un cycle où on attendait l'expression de besoin des armées, dont on faisait la conduite de programme, et qu'ensuite l'industrie réalisait. Et on voit pour de nouveaux objets, alors par exemple l'intelligence artificielle, les drones, qu'on va peut-être avoir une nouvelle évolution, où c'est l'industrie qui va être force de proposition sur des technologies ou des systèmes très agiles ou à obsolescence très rapide, et qui va peut-être susciter le besoin opérationnel et qui va, entre guillemets, conduire la DGA à être plus réactive dans la conduite de ces programmes d'armement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le prescripteur ad initio, on va s'emparer de choses qu'on va voir apparaître. Je n'appellerai pas ça sur étagère parce que la réalité c'est que le besoin opérationnel n'existe jamais totalement sur étagère, mais on va dire un besoin qui serait drivé par l'offre. Et on va probablement avoir à se réformer pour prendre en compte ce nouveau besoin. Okay. Et aujourd'hui, le modèle français, avec justement cette DGA forte et cette BITD structurée, elle est singulière en Europe. Quelles sont selon vous ses forces et aussi peut-être ses faiblesses? Alors, elle est même pas singulière en Europe parce que je crois même qu'elle est d'abord unique en Europe et elle est même quasiment unique au monde. Alors, on peut voir ça de deux façons. Soit c'est le symbole du fait qu'on est vraiment très très fort, puisqu'on est les seuls à le faire. Ça peut être aussi le fait qu'on a choisi un modèle qui peut être peut-être un peu bizarre, puisque personne ne le fait. Alors, quand on regarde quand même bien les différents pays, la réalité c'est qu'il n'y a pas de modèle général dans la façon de conduire les opérations d'armement. La DGA a choisi effectivement une direction, la France a choisi une direction générale de l'armement et une BITD. À l'origine, quand même, il y avait une véritable notion, une véritable volonté de souveraineté, notamment du fait d'être dissuadant. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'ensuite cette volonté de souveraineté s'est étendue à l'ensemble du périmètre de l'armement et de la défense. Ce qui en fait sa force, d'abord, c'est qu'on sait tout faire. Et donc, quand on parlait de coopération, notamment de coopération européenne, la grande force qu'a l'industrie de l'armement français, c'est qu'elle ne subit pas ces coopérations, elle choisit ces coopérations, elle promeut des coopérations, parce que, clairement, notre capacité d'action souveraine fait que lorsqu'on choisit une coopération, c'est parce que c'est mieux, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que c'est potentiellement moins cher, et non pas parce que c'est subi du fait qu'il nous manquerait des briques dans notre industrie d'armement. Sa force aussi, alors je n'ai pas lié que à sa BITD et autres, c'est aussi la bonne programmation militaire. Parce que pour avoir une BITD et une industrie forte, il faut aussi une visibilité, et c'est vrai que là-dessus, la bonne programmation militaire donne une visibilité qui est quand même assez importante, même si, évidemment, les commandes en donnent également, qui est tout aussi importante pour l'industrie. Alors ensuite, en termes industriels, la force, c'est que c'est 400 000 emplois fortement technologiques, non délocalisables, et qui, bon an, mal an, effectivement, ont
pratiquement 10% de croissance chaque année, ce qui est quand même relativement rare. D'ailleurs, c'est quand même un modèle assez intéressant parce que d'autres ministères, le ministère de l'Intérieur avec une base industrielle et technologique de sécurité et le ministère de la Santé, sont intéressés à notre modèle armement et tentent aujourd'hui de constituer une sorte d'équivalent dans leur propre périmètre. Alors, s'il fallait chercher on va dire, des pistes d'amélioration, on va dire, on va dire la faiblesse, mais quelques pistes d'amélioration. L'inconvénient d'un système bien huilé qui fonctionne bien, ça peut être son inertie. Or, ça a été dit, le problème c'est qu'on est dans un monde qui est changeant. Et là où on a une difficulté, mais qui n'est pas que la France, mais malgré tout qui est la nôtre, c'est que la menace peut être beaucoup plus rapide que le cycle industriel pour la contrer. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait l'économie de guerre, l'effort de défense, l'effort de réarmement, la réduction des cycles, etc. C'est un sujet qui est compliqué. On voit par exemple, si on prend le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, dont il faut se méfier parce que la prochaine guerre sera forcément différente de celle-là, donc il faut l'exploiter avec prudence. Mais on voit par exemple, entre l'évolution d'une menace et la réponse, c'est en général moins de 6 à 8 mois. Donc forcément, ça veut dire une remise en cause de beaucoup de choses, beaucoup de mentalités, de process, etc. Et ça, forcément, un système très structuré a plus de mal à faire. Si je peux juste rajouter en 20 secondes, parce que le modestie empêchera Voltaire de le dire, la DGA, elle nous est enviée par tous les pays. Moi, je vois beaucoup dans le reste de l'Europe, mais je peux vous dire, avoir une entité qui sait à la fois maîtriser des programmes, mais aussi préparer l'avenir, avoir une gestion de la politique industrielle, la création de champions nationaux, tout le monde nous l'envie. Voilà, donc c'est une seniorité, mais aussi un énorme point fort. Oui, et j'aimerais également ajouter que des pays ont fait l'expérience d'abandonner leur DGA. La Grande-Bretagne, une vingtaine d'années. On a vu le résultat. En termes de souveraineté, c'était une catastrophe. La tourne de la raquette, ce qui n'est toujours pas le cas de la France. Très bien. Monsieur Arnaud, vous avez parlé justement de loi de programmation militaire 2024-2030. Ça impose donc à l'industrie de défense d'augmenter la production, justement, de monter en cadence. Et sur le terrain, Monsieur Gaff, vous êtes directeur d'une PME, quels sont les vrais goulots d'étranglement, que ce soit la supply chain, la capacité de main-d'œuvre? Alors, quand on a une industrie qui est économiquement à 1% de croissance par an, en fait, ça produit des riches. Désolé de parler aussi clairement, mais ça produit des riches. Mon directeur industriel est à Gazar, il va râler tous les jours parce qu'il faut monter les cadences pour respecter les délais de mon client ici présent. En vérité, c'est plate. En vérité, c'est évidemment infiniment mieux de penser ainsi que de penser récession. Donc, les vrais problèmes sont. Je ne vais pas être très politique correct en fait, mais c'est pas grave. J'ai le droit de demander des étudiants, des anciens. Moi, j'aurais tendance à penser que d'abord, c'est les ressources humaines. Pendant des décennies, la France a pensé service et n'a plus pensé industrie. L'industrie, c'était des tours en pente, les cheminées qui fument, les ouvriers en bleu. Et donc, il fallait que tout le monde se mette au service, au tertiaire. C'était des courses, je parlais d'enseignement, mais l'enseignement technique a disparu, ou presque disparu. Il fallait former des généralistes, des ingénieurs, généralistes, la finance, etc. Il y a des ouvriers qui ont été spécialisés, les techniciens supérieurs, tout ça, ça a été abandonné. On a expliqué à des générations entières que c'est pas ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, moi je dois recruter, Marc aussi, et toute l'industrie de défense doit recruter, à tous les niveaux, à tous les échelons de l'hiérarchie. De l'ouvrier très spécialisé, hein. Ils sont bien payés les ouvriers chez nous. Hein. Il n'y en a aucun qui est au SMIC, hein. C'est minimum SMIC plus 50% chez moi. Et on n'en trouve pas. Rien. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Et les gens ne veulent plus le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes,
on se débrouille avec ce qu'on a. Donc on repère des gens, on les recrute, avec des intérims, et on les forme en interne. Il y a même des grands groupes, des associations de maîtres d'œuvre en province, à côté d'Angers par exemple, qui ont monté leur propre école. Moi, je fais du parrainage en interne. Je prends des intérimaires et puis on les parraine, on les teste pendant 3 mois, on les forme. Ils apprennent un vrai métier. Parce que je ne peux plus recruter. C'est le premier frein que je vois moi. Mais j'aimerais que Marc me dise aussi ce qu'il en pense. Et le deuxième frein, qu'on commence à voir croissant, c'est le problème d'approvisionnement. Alors on a commencé à le sentir avec la crise sanitaire en 2020-2021 et aussi la reprise en 2022-2023 sur les composants électroniques, c'était catastrophique. Ils viennent d'où les composants électroniques? Ils viennent d'Asie. Et maintenant on commence à parler de terres rares. Moi j'ai de microtechnologie, j'utilise par exemple des aimants. Les aimants c'est des néodymes. 90% c'est bien de Chine. Donc avec potentiellement un monde qui se referme, où la guerre est aussi une guerre économique, eh bien la DGA ici présente, on dit monsieur, c'est bien gentil, mais comment on fait? Composer des stocks stratégiques. Et voilà, donc ça va devenir de plus en plus prégnant. La souveraineté de l'approvisionnement. Très bien, merci. Merci monsieur Gué. Maintenant j'ai une question pour vous, en général. Produire des équipements, c'est une chose, mais les maintenir dans la durée, c'en est une autre. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots, en quelques minutes, ce qu'est le SMITER et comment il s'articule en fait, dans notre base industrielle et technologique de défense? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous, parce qu'il y a 30 ans, j'étais derrière, là, sur ces bancs, donc ça me rappelle quelques souvenirs. Je vais surtout parler du milieu terrestre, bien sûr, puisque c'est le milieu dans lequel j'évolue depuis 30 ans. Aujourd'hui, les caractéristiques des plateformes de combat de l'armée de terre, c'est qu'elles sont conçues et employées pendant 40 à 50 ans. C'est très structurant, surtout quand vous concevez un matériel. Ce sont des plateformes de combat, et j'utilise à dessein ce terme, parce qu'elles englobent un maximum de technologies, parce qu'elles doivent se protéger à travers le blindage, à travers le brouillage. Elles doivent bouger, c'est la fonction mobilité, que ça soit sur les plaines afghanes à 1800 mètres, que dans le désert malien, que en Finlande ou en Estonie, voire demain peut-être en Pologne et plus proche en Ukraine. Elles doivent tirer, c'est la fonction feu, du 12,7 mm jusqu'au 120 mm, voire 155 pour l'artillerie. Elles doivent communiquer, elles doivent se positionner. C'est un ensemble de capacités. Ce n'est pas simplement une caisse, un moteur et des roues. Pour comprendre le soutien dans le milieu terrestre, il faut remonter dans le temps. Quand je suis rentré dans l'armée de terre, c'était la fin d'un cycle. La fin de la guerre froide. 89, fin du mur, chute du mur de Berlin. Moi, je suis rentré en 94. Quand j'ai commencé ma carrière de lieutenant, je m'entraînais pour intervenir à l'Est. J'étais face à l'Est. Mon unité se préparait à franchir le Rhin et à intervenir à l'Est. Quand j'ai commandé ma compagnie, le cycle s'est arrêté. On a changé de cycle. On a basculé sur un cycle plutôt d'intervention beaucoup plus légère en Afrique, en Afghanistan, c'est de type contre-insurrectionnel, face principalement au terrorisme islamique. Donc la menace et l'ennemi a complètement changé. Pour autant, les matériels que nous avions étaient les mêmes. Parce que c'était des matériels qu'on nous avait livrés dans les années 70, 80, 90. Les matériels que je soutenais quand j'étais lieutenant, ils étaient face à l'Est. Donc, ils s'entraînaient. Ils n'ont jamais quasiment été au combat. Les matériels qu'on a engagés en Afghanistan, les matériels qu'on a engagés au Mali,
ont été engagés et ont été au combat. Ça signifie que sur des théâtres de basse intensité, nous avons été confrontés à une usure prématurée de nos matériels, sachant qu'il faut les garder 40 à 50 ans. D'où il fallait, dans les années 2010, repenser complètement le système de soutien et la structure de soutien de l'armée de terre et du milieu terrestre. C'est pour ça qu'on a créé la structure intégrée de maintien en condition du matériel terrestre et le service de la maintenance industrielle terrestre. Car il fallait maintenir le capital équipement de l'armée de terre. On ne pouvait plus continuer comme ça. Et en même temps, on a monté en compétence les industriels sur le MCO terrestre, parce qu'ils étaient peu présents dans les années 80-90. Donc c'est un modèle complètement différent qu'on a posé suite à nos engagements, au rétexte de nos engagements africains, afghans, en tout cas ceux pourquoi l'armée de terre était employée à ce moment-là. Donc la CIMT a été créée pour, à partir des ressources confiées par l'armée de terre, pour assurer le soutien à travers une maîtrise d'œuvre étatique qui est le SMITER et les industriels via des contrats. Et le SMITER a été créé pour pouvoir assurer une partie de l'activité de régénération du capital équipement de l'armée de terre. En parallèle à ces structures, on a complètement repensé avec la TVA les stratégies de soutien pour justement faire venir l'industriel sur le MCO terrestre. Et on a repensé cette présence et cette montée en compétences suivant les plateformes des industriels, en partenariat avec le SMITER, qui lui-même a été créé à ce moment-là. Donc le SMITER aujourd'hui est un acteur de la BITD, c'est un organisme de l'armée de terre, et il travaille aujourd'hui en partenariat avec les industriels, suivant les stratégies de soutien de telle ou telle plateforme de combat. C'est-à-dire qu'il peut avoir une coactivité avec Arcus ou KNDS France sur certaines plateformes. Il peut totalement faire l'activité de régénération parce que la plateforme est trop ancienne et l'industriel n'est plus intéressé économiquement de venir sur ce segment. Ou alors la CIMT considère que seul l'industriel va le faire, mais elle va déléguer au SMITER le contrôle de l'activité, le contrôle de la prestation que réalisera l'industriel pour pouvoir engager les paiements du contrat. Voilà globalement aujourd'hui la position du SMITER, ce pourquoi il a été créé et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui depuis 2010 vis-à-vis de ce maintien des capacités opérationnelles des plateformes de combat de l'armée de terre. D'accord. Et dans un scénario justement avec un conflit de haute intensité, le véritable enjeu devient le passage à l'échelle. Comment est-ce qu'on passe d'une MCO temps de paix à justement une MCO temps de crise? Est-ce qu'il existe un seuil et comment cette transition s'organise? Alors comme je vous l'ai dit, il y a 30 ans, j'étais face à l'Est, et comme l'a dit certains de mes camarades, de mes collègues ici, on a changé de cycle, on est sur un nouveau cycle. La contre-insurrection, c'est fini. Aujourd'hui, on est sur des opérations de haute intensité symétrique. En tout cas, on se prépare à ce type de conflit. Donc le modèle qu'on a battu en 2010, qu'on a constitué, et depuis 2020, la crise Covid, et depuis 2022, le conflit ukrainien, s'est complètement repensé. La CIMT a posé une nouvelle stratégie pour satisfaire les besoins de l'armée de terre si elle devait s'engager dans un conflit centre-Europe. À travers un document structurant, un document stratégique, qui est l'ambition du MCO terrestre 2030, où là, elle définit aux différents acteurs du MCO terrestre une ambition et des objectifs. Donc elle fixe les objectifs à la BITD, elle fixe les objectifs au SMITER. Ce qu'il faut savoir, dans un conflit de haute intensité, qu'est-ce qui caractérise un conflit de haute intensité? Aujourd'hui, l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre, en 2023, a posé un nouveau modèle, armée de terre de combat. Il a fixé comme objectif à ses subordonnés d'être capable de déployer
à l'horizon 2027 une division en 30 jours, et à l'horizon 2030 un corps d'armée à 3 divisions, dont 2 divisions françaises. Quand vous êtes dans un engagement majeur, une division, c'est 30 000 hommes, 10 000 matériels, 3 500 containers au départ du coup. On change d'échelle par rapport à nos opérations africaines et afghanes. En face de nous, on a du symétrique, on a du lourd, on a quelqu'un qui va taper dans la profondeur. Donc tout l'échelonnement logistique est repensé. Aujourd'hui, la logistique, il faut l'imaginer par 2 compartiments de terrain. À l'avant, vous avez la ligne de contact, la force terrestre est engagée, elle va consommer du potentiel, elle va consommer des ressources. C'est une boucle de consommation. À l'arrière, de l'échelon de soutien arrière sur le théâtre jusqu'au fournisseur de rang 2 ou de rang 3 de Thales, c'est une boucle qui va pousser les ressources vers l'avant. Et ces 2 boucles sont désynchronisées au départ du coup. Tout ce qui fait la force des Russes aujourd'hui, c'est qu'ils ont synchronisé leurs 2 boucles. Nous, si on devait partir demain, toute la difficulté, c'est de synchroniser nos 2 boucles. Le Spitzer, son rôle, c'est d'être la courroie de transmission. C'est-à-dire, c'est la petite roue qui va rouler et qui va permettre à l'armée de terre de s'engager. Je dois sortir 1000 TC-20 sur ces 3500. Je dois sortir tous les matériels que j'ai dans mes ateliers pour pouvoir aligner la division sur son DE des guerres, c'est-à-dire sur son ordre de bataille. La division part, elle a son autonomie pendant 2 mois et la grande boucle doit s'activer. Donc tout l'enjeu d'un conflit symétrique, c'est la synchronisation de ces 2 boucles. Donc ambition MCOT 2030 fixe comme objectif, en effet, aux industriels d'être en capacité de. Et c'est la difficulté pour eux d'être en capacité de. C'est-à-dire qu'ils doivent repenser le logiciel du temps de paix. Je vais prendre un exemple, et sans citer l'entreprise. J'ai visité récemment une entreprise qui me dit « il me faut 9 mois pour passer en 2.8 ». Enfin, disons pour délivrer ce dont vous avez besoin. Je lui dis, 9 mois, c'est trop tard. Oui, mais mon processus RH aujourd'hui, je ne peux pas faire moins. Alors, je lui pose la question, est-ce que dans votre écosystème, vous avez une entreprise qui fait la même chose que vous? Oui, là-bas. Ben, je lui dis, eh bien, on va lui réquisitionner sa RH dont on a besoin. Donc, c'est un changement de logiciel. On ne peut pas appliquer des processus temps de paix à une synchronisation de la boucle arrière. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc tout l'enjeu aujourd'hui pour la BITD, c'est bien de se synchroniser le plus vite possible sur la boucle avant. Merci beaucoup. Monsieur Darmon, j'ai une question pour vous, une question un peu plus large. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la souveraineté de la France? Donc, j'ai quoi, 2 heures. Donc, soyons précis sur les mots. 5 minutes, peut-être pas beaucoup pour la souveraineté de la France. Soyons précis, qu'est-ce que c'est la souveraineté? La souveraineté, c'est être maître de son destin. C'est être capable de décider ce qu'on veut faire et qu'on veut faire de tout temps. Je prends un exemple, l'armée ukrainienne utilise Starlink. Le jour où Elon Musk décide de couper Starlink, plus rien ne marche. Les Ukrainiens ne sont pas souverains de ce point de vue-là. Nous, en France, par exemple, ça ne nous arriverait pas. Même si on utilisait Starlink ou des satellites civils, s'il y avait un problème de disponibilité, nous avons aussi des backups qui nous permettent d'avoir toujours la capacité de communiquer du point de vue protégé. Donc, si on veut choisir ce qu'on veut maîtriser, ça veut dire donc choisir ses combats. Parce que la souveraineté, ce que ce n'est pas l'autarcie. La souveraineté, ça ne consiste pas à être capable de tout faire tout seul. C'est illusoire, personne ne fait ça. En revanche, choisir les sujets sur lesquels on veut être complètement autonome, complètement maître, c'est donc choisir ses combats. Et donc là, on revient à la fameuse définition, la différence entre la stratégie et la tactique.
Vous connaissez la différence entre la stratégie et la tactique. La tactique, c'est comment on gagne une bataille, comment on gagne un combat, quel qu'il soit. La stratégie, c'est choisir les combats qu'on veut mener. Donc d'abord, il faut faire la stratégie, il faut choisir ce qu'on veut maîtriser et ce sur quoi on veut vraiment mettre le paquet. Et donc ça, c'est important. Par exemple, la fameuse préférence européenne. En France, on achète en matière de matériel de défense une énorme majorité à l'industrie française, de l'ordre de 80%. L'origine, c'est effectivement la dissuasion, mais la dissuasion, c'est la bombe, mais c'est aussi les porteurs qui la portent, donc les avions de combat et les sous-marins. C'est aussi les communications qui permettent de communiquer avec. C'est aussi le groupe aéronaval qui permet de protéger les sous-marins, et ainsi de suite. Et à la fin, effectivement, une grande partie doit être maîtrisée en national. Pour autant, un camion de transport de troupes, par exemple, n'a pas forcément la même notion d'importance et de souveraineté. Et donc, on peut très bien décider qu'il y a des choses qu'on veut maîtriser en national et des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais dans le reste de l'Europe, on est plutôt à 80% du matériel qui est acheté en dehors d'Europe. Vous avez bien vu, toute l'Europe, 80% acheté en dehors de toute l'Europe. On est sur des chiffres qui sont astronomiques. Donc en Pologne, 80% est acheté pas hors de Pologne, hors d'Europe. Donc entre 50 et 60% aux États-Unis, une dizaine de pourcents en Israël, une dizaine de pourcents au Royaume-Uni, en Corée du Sud, bref. 80% hors d'Europe, si on passait à 60% ou à 50%, ça reste un chiffre énorme. Ça ferait quand même beaucoup de choses de plus qui seraient maîtrisées en Europe. Mais alors, à quoi ça sert? Est-ce que c'est un sujet européen? Est-ce que c'est un sujet industriel? On l'a dit, on a déjà une croissance industrielle qui est très importante. Nous, quand les industriels nous poussons pour la conférence européenne, c'est pas forcément pour charger nos usines ou nos centres de R&D. Ils sont déjà extrêmement chargés. C'est un sujet opérationnel, c'est un sujet militaire. Quand on a nos matériels de défense et qu'on est en économie de guerre ou en préparation à la guerre, on a besoin des systèmes qui sont utilisés en Pologne, en Roumanie, en Suède, ou nous, dans les pays occidentaux, on a besoin qu'ils soient soutenus, maintenus, réparés au plus près du front, le plus rapidement possible, avec le bon niveau de priorité, et pas de les envoyer aux États-Unis ou encore plus loin pour qu'ils soient réparés ou pour qu'ils soient modifiés. Lorsqu'on a une menace qui arrive tout le temps, en Russie, une nouvelle menace arrive tout le temps, un nouveau drone, un nouveau missile, et donc il faut modifier nos systèmes de détection, de réaction, et le modifier le plus vite possible. On le disait en quelques semaines, parfois en quelques jours. Évidemment, il ne faut pas que le système soit designé, soit conçu trop loin. Il faut qu'il soit au plus près pour qu'on puisse le modifier le plus vite possible. Et donc la préférence européenne, ce qui amène à la souveraineté, c'est un concept qui n'est pas seulement d'aider notre industrie à avoir une bonne masse critique, c'est un système de vraie résilience de défense, de vraie résilience militaire. Alors, il ne faut pas partir battu. Moi j'entends beaucoup, ah mais sur cette technologie-là on est largué, là-dessus on ne saura jamais faire aussi vite que les autres. Je vais prendre un exemple qui est extrêmement parlant parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et on a des fausses idées. L'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, évidemment, on voit bien ce qui se passe avec les grands de l'intelligence artificielle et on se dit en Europe, saura-t-on tenir la route? Mais dans le domaine de la défense, de la sécurité, puisque je préside aussi l'industrie de sécurité, l'intelligence artificielle dont on parle, c'est pas la même que celle d'Amazon. L'intelligence artificielle dans la défense, ça sert au sujet d'autonomie, donc les drones, les robots. Ça sert pour améliorer nos capteurs, mieux détecter, avoir un radar plus puissant, un sonar plus performant. Ça aide à aider à la décision, comprendre plus vite ce qui se passe et prendre plus vite des décisions. Et donc, cette intelligence artificielle, elle est indispensable. Mais elle n'est pas la même que celle d'Amazon. Quand Amazon vous recommande un bouquin ou un objet et qu'il se trompe parce qu'il a mal compris ce qu'il avait piqué dans vos data, c'est pas très grave, on hausse les épaules et on sourit. Quand un drone se trompe de fenêtre pour tirer, c'est beaucoup plus ennuyeux. Et donc on voit bien que l'intelligence artificielle dont on parle nous, c'est une IA qui doit être toujours juste, prédictible, explicable, qui doit rassurer l'utilisateur, parce que l'utilisateur doit savoir toujours comment elle fonctionne, et s'assurer qu'elle donnera toujours la même réponse en fonction du même problème, ce qui n'est pas le cas du Tesla. C'est une intelligence artificielle qui doit fonctionner avec une grande économie d'énergie, parce que parfois on a des petits encombrements, des petits capteurs, une intelligence artificielle qui doit apprendre, qui doit être programmée, avec parfois peu de données. Si Google sait reconnaître des chats, tout sûr, parce qu'il a ingurgité des millions d'images de chats, on n'a pas des millions d'images de chats russes, et encore moins de chats russes pris de traviole dans le brouillard.
Donc on a besoin d'algorithmes qui ne sont pas du tout les mêmes que les algorithmes de l'intelligence artificielle de Google ou d'Amazon. Eh bien, sur ces sujets d'IA pour les systèmes critiques, ça vaut pour l'aéronautique, hein, pour les avions sans pilote ou un Airbus piloté à un seul pilote, pour les IA sur les sujets critiques, nous n'avons pas à rougir en Europe. Nous, chez Thales, je parle que de ce que je connais, on a mis nos 1000 ingénieurs d'intelligence artificielle tous ensemble dans le même local pour traiter tout ce que je vous ai décrit là. Eh bien, 1000 ingénieurs sur les sujets critiques, ou ceux-là, que ce que je vous ai décrit, on n'a pas à rougir, on connaît personne qui fasse plus. Donc voilà, en Europe, sur les technologies, en tout cas pour les domaines de la défense, de la sécurité, de la résilience, on n'a pas à rougir. Merci pour ces éclaircissements sur la souveraineté française. Maintenant, je vais poser ma dernière question à Madame Crépon. Est-ce que vous observez justement chez les jeunes générations une amélioration, ou alors est-ce que ces jeunes justement perçoivent ces enjeux de souveraineté dans les écoles d'ingénieurs notamment, puisque vous présidez l'Institut Polytechnique? Je suis vice-présidente. En quelques mots, vice-présidente. Oui, alors. Parce que ça est en cours. Donc je vais être rapide en même temps. Enfin, je vais reprendre, plutôt citer ce que j'ai dit au départ. J'évoquais donc la défense comme étant une mention de souveraineté, la souveraineté énergétique, technologique. Et il y a cet intérêt des étudiants, de la jeunesse pour ces questions. Ça, c'est très clair. En revanche, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe, et ça a été évoqué, c'est que tout ce qui touche à l'industrie, si je retire en fait, énergétique, défense, si j'arrête de qualifier l'industrie, là, l'intérêt, la connaissance tombe. Et je trouve que c'est vraiment un paradoxe, ça a été évoqué donc par deux intervenants. Alors, il a été évoqué les diplômes d'ingénieurs généralistes. En fait, ils ne sont jamais vraiment généralistes, les diplômes d'ingénieurs. Il y a toujours des spécialisations progressives et qui permettent, en fait, ces ingénieurs généralistes, ils sortent avec finalement une orientation technique, technologique ou scientifique. Donc, je trouve que c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de réfléchir aux raisons qui font finalement que l'industrie semble avoir, je vais être prudente, cette image qui a besoin d'être renforcée, qui a besoin d'être plus brillante pour les élèves ingénieurs que vous êtes, et puis de façon générale pour les écoles d'ingénieurs. Parce que la conséquence, en fait, c'est qu'on n'a pas assez d'ingénieurs. Nous n'avons pas assez d'ingénieurs pour relever tous les défis qui ont été cités et pour nourrir l'ensemble du tissu industriel. Voilà, donc régulièrement on se pose la question de créer de nouvelles formations, d'augmenter la taille des promotions. Donc il y a ce sujet, et donc moi je voudrais vous suggérer peut-être un thème pour une prochaine table ronde, c'est le thème de l'industrie de façon générale. Voilà, pour essayer de voir sur la base d'une enquête auprès des élèves ingénieurs pour essayer de comprendre finalement d'où vient ce paradoxe. Très bien, merci Madame Crépon. Juste avant de poser, de vous donner la parole, j'aimerais poser une dernière question, faire une petite table ronde. Nous sommes aujourd'hui face à de nombreux étudiants, que ce soit ingénieurs, commerciaux, psychologues, marketing ou autres. Qu'est-ce que vous diriez en une minute à ces jeunes face justement aux enjeux géopolitiques actuels? Chacun. Les jeunes. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris à travers ce que vous pouvez voir dans la presse, ce que vous lisez, ce que vous voyez à travers la télévision. On a un groupe aéronaval aujourd'hui au large du golfe Persique, par exemple. Aujourd'hui, on est dans un monde où la puissance aujourd'hui est revenue. Voilà, j'ai l'impression de me retrouver 30 ans en arrière. Mais mes propos, c'est pas de remonter le Mekong. Je pense qu'il y a plein d'espoir tout de même à avoir dans l'avenir. L'avenir n'est pas noir. Mais simplement, il faut bien le comprendre et l'accepter et se préparer. Il faut simplement se préparer. Pour ceux qui veulent servir leur pays, il y a différentes formes de service. Vous avez
les industriels de défense, si vous voulez servir dans la défense. Aujourd'hui, on vous a expliqué qu'il y a des parcours très intéressants. Aujourd'hui, vous avez des technologies que vous ne verrez pas ailleurs. Vous avez des possibilités de servir à l'étranger. Maintenant, si vous souhaitez servir votre pays, eh bien, il y a d'autres formes de services aujourd'hui. Vous pouvez faire des parcours comme le mien. Vous pouvez regarder pendant 10 mois avec le service militaire volontaire qui prend naissance aujourd'hui. Moi, j'ai 35 postes d'aspirants, c'est-à-dire que je suis prêt à recruter 35 ingénieurs pour 10 mois. S'ils n'ont pas envie de servir, faire carrière comme moi, mais ils peuvent servir pendant 10 mois leur pays dans une structure industrielle étatique qui a vocation, comme mes camarades industriels à côté de moi, à également servir le pays. Donc vous avez différentes formes de services pour la défense. Et c'est ça ce que... Voilà, c'est pour ceux qui souhaitent, vous pouvez avoir un parcours professionnel tout en servant votre pays. Merci. Pour les suivants, essayez de tenir une minute. Juste pour dire que pendant la guerre froide, c'est le monde de la défense qui tirait les technologies. Vous savez bien, c'est le ministère de la Défense qui a inventé Internet, qui a inventé le GPS. Après, à partir des années 90, évidemment, il y avait beaucoup moins d'argent, beaucoup moins d'innovation. En fait, la défense s'est beaucoup appuyée sur les technologies du commerce. C'était une autre tendance. Il n'y avait pas de risque de guerre, c'était plutôt des interventions. Et aujourd'hui, on est revenu à un schéma dans lequel les deux mondes se mélangeaient. Le monde de la défense, et notamment l'industrie de défense, est aussi technologique que le monde non-défense, avec les mêmes technologies, les mêmes sujets que ceux de la vie de tous les jours, l'IA, le quantique, le cloud, et en plus, avec les sujets de souveraineté, de résilience, de complexité, et l'importance effectivement de servir son pays et de préparer la défense de notre démocratie, de nos valeurs. Donc l'industrie de défense aujourd'hui, c'est le meilleur des deux mondes, je dirais. Alors, moi, j'aurais ce que je voudrais vous recommander, c'est de suivre vos aspirations. Je pense que c'est le plus important pour commencer. C'est-à-dire que vous avez des intérêts, peut-être des passions, un intérêt pour des domaines. Il faut creuser ce sillon, ça c'est vraiment très important. Aujourd'hui, ce qu'on vous a proposé, c'est finalement d'élargir votre horizon. Voilà, donc, mais faites-vous plaisir, vraiment c'est important. Pour revenir à la question déposée, je suis père de famille, j'ai deux fils, dont un qui a certainement votre âge. Et donc c'est vrai que la certitude de ce monde est une vraie question pour vous et pour nous. Et c'est un monde qui paraît beaucoup plus instable, beaucoup plus dangereux, incompréhensible, imprévisible. Et on peut avoir peur de ce monde, peur de ce qui peut arriver, aussi pour ses proches, bien entendu. Mais quand on réfléchit, qu'on prend de la hauteur, d'abord, je pense que l'idée de la paix, c'était illusoire. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu dans la paix depuis je suis né de la guerre froide, mais à partir du moment du mur de Berlin, derrière, on a vécu un monde en fait totalement instable. Le terrorisme était dans notre pays, dans les années 90. On a certainement oublié les attentats du RER qui ont été dramatiques. Donc, et après, il y a eu évidemment toutes les opérations. La France n'a jamais cessé d'être dans opérations extérieures depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les soldats français se sont battus, sont morts sur le théâtre d'opération, parfois à 1h30 à peine de Paris en avion. La Yougoslavie, c'était au début des années 90. Donc, le monde a toujours été comme ça, et on sera ainsi tout le temps. Donc, comme l'a dit le général, ce qu'il faut, c'est se préparer évidemment militairement, et je pense que la France a plein de ressources et est respectée par son armée, son armement de manière internationale, mais aussi se préparer socialement et psychologiquement. Chacun d'entre nous, non pas la guerre, mais à vivre dans ce monde et l'accepter, parce que c'est comme ça.
Alors, juste en quelques mots, qu'est-ce que je pourrais vous dire en une minute? D'abord, vous avez choisi un super métier. Ingénieur, franchement, c'est un super métier. Je pense que tous ici, on pourra dire la même chose. Ça fait 30 ans qu'on fait ce métier, on n'a jamais regretté. Et chaque jour, à chaque nouvelle affectation, on découvre encore de nouvelles choses. Effectivement, tracez votre sillon, choisissez aussi des choses qui vous plaisent, parce que ça va compter. Parce que même si on vous a présenté ce soir le monde de l'armement et de la défense, c'est pas un monde autarcique, c'est un monde qui vit avec les autres. Deux exemples. Quand il y a eu la crise Covid, on s'est rendu compte quand même que la meilleure logistique, c'est la logistique militaire. Et donc on a eu des gens de l'industrie de défense qui sont allés renforcer le ministère de la Santé pour faire la logistique des masques, la logistique des vaccins, etc. Donc vous pouvez commencer dans l'industrie de défense, dans l'industrie d'armement, ça ne vous empêchera jamais de basculer dans d'autres secteurs. Et puis on l'a vu dans la presse récemment, vous avez des ingénieurs automobiles, chez Renault par exemple, qui prennent leur concours dans l'industrie de défense. Donc c'est pas parce que vous serez parti dans l'industrie civile que forcément vous ne penserez que civil. Si vous avez envie de servir votre pays, même dans d'autres activités, même dans d'autres industries, vous pourrez le faire. Et puis effectivement, ça a été dit, il y a un service volontaire, il y a un service militaire qui va se mettre en place, il y a des places d'aspirants. Je n'ai pas service militaire, mais pour le connaître, je vous invite à postuler parce que je pense que vous ferez des choses vraiment extra. Mais vous pouvez aussi être réserviste. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. En tout cas, sachez que nous, vu que la DGA ou vu plus généralement la DGA, on accueillera bien volontiers de jeunes élèves ingénieurs, de jeunes ingénieurs, que ce soit pour le marketing, pour l'ingénierie, pour l'électronique, pour la production. La production n'est plus aujourd'hui quelque chose qui vient un peu de côté, au contraire, c'est devenu quelque chose de noble. Voilà, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus dans l'industrie d'armement et de défense. Merci encore pour le temps que vous nous avez consacré. On va maintenant passer au temps de questions-réponses avec le public. Lorsque vous avez rempli le formulaire, vous avez eu la possibilité de poser des questions à nos intervenants qui vont tenter d'y répondre. Je laisse maintenant la main à Pierre-François. Est-ce qu'on entend? Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Alors, on a une question de Philippe à propos justement dans le contexte de la guerre en Ukraine où on observe beaucoup les matériels un peu neufs américains côté ukrainien et une production de masse côté russe. Du coup, une question sur la pertinence de sacrifier une partie de la performance de l'industrie française pour viser plutôt du coup la fabrication de masse, notamment du coup, les enjeux en termes d'innovation et de savoir-faire. De construire la réponse à plusieurs, je pense. Vous avez tous ces éléments à donner. 5 minutes, s'il vous plaît, par question. Moi, je vais faire moins si je veux partager le temps, mais d'abord, il ne faut pas opposer les deux. On sait augmenter les quantités sans forcément abandonner la technologie. Pour autant, parfois, ce qu'on nous demande, c'est de faire le juste besoin et donc d'être le plus économique possible. C'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, l'augmentation des cadences, c'est évidemment quelque chose qui est très important pour la guerre en Ukraine, mais aussi pour le réarmement de l'ensemble des pays qui sont autour. Et aujourd'hui, par exemple, chez Thales, on a multiplié notre production de radars par 4, on a multiplié nos capacités de roquettes par 3, ou par 3, par 4 même, nos missiles de courte portée. Évidemment, depuis 5 ans, la capacité de ce qu'on met dans un Rafale, c'est à peu près un tiers du Rafale, on l'a multiplié par 4 aussi. Donc on a augmenté les cadences de point de vue radical sans forcément transiger sur la performance. Il ne faut pas opposer les deux, mais parfois on a besoin de plus de masse avec des coûts plus faibles et de moins de performance, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut très bien augmenter par exemple pour nous nos radars en augmentation des capacités sans réduire la performance. Mais augmenter les capacités pour une protection de radar, c'est pas juste augmenter la taille de l'usine, c'est la résilience de la supply chain, c'est les recrutements qui vont avec, c'est l'organisation, parce que généralement on passe en 2 ou 3 shifts. Donc c'est un travail industriel extrêmement important. Comme le disait Thierry, c'est un problème de riche. Le directeur industriel s'éclate, mais ça peut être des quantités qui sont considérables. Concernant la masse, en effet, le retour de la masse, ou en tout cas la question de la masse, est revenue sur le devant de la scène, comme vu qu'on a changé de cycle, et on n'est plus face à un ennemi de contre-insurrection faiblement armé, mais avec un pouvoir de nuisance à travers des explosifs improvisés. Bon. Aujourd'hui, on a plutôt une symétrie face à nous. Néanmoins, il faut voir comment est utilisée cette masse. Si elle est utilisée en mouvement ou si elle est figée. Si vous prenez la guerre ukrainienne, en fait, c'est 14-18. Au départ, beaucoup de mobilité, et ensuite, tranchée. Donc, la masse, aujourd'hui,
Il faut voir ce qu'on en fait et quand est-ce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, vous avez une forte létalité. 20 km de part et d'autre de la ligne de front, c'est une létalité totale. Ils envoient des robots pour approvisionner les lignes avant, et les robots ramènent les blessés vers la ligne arrière. Donc, à un certain moment, la masse, c'est une chose, quand on est en mouvement. Mais quand on est dans une guerre de position, aujourd'hui, avec les drones, avec tous les moyens de feu, aujourd'hui, la masse ne sert pas forcément à grand-chose. Parce que, il y a beaucoup plus, les Russes peuvent déployer beaucoup plus d'hommes que les Ukrainiens, pour autant, ils ne percent pas. Parce qu'aujourd'hui, la létalité est totale. Donc en fait, le rapport de force entre la masse et un adversaire symétrique, beaucoup moins nombreux, c'est vraiment la létalité, c'est-à-dire les tirs d'artillerie, tous les moyens de feu qui permettent de contrer la masse. Même les Chinois aujourd'hui, pourtant, les Chinois, la masse, eh ben, ils sont aujourd'hui en train de regarder tout ce que l'apport du drone et des robots peuvent apporter à leur armée de terre. Même eux ne considèrent plus la masse comme étant le game changer unique. Aujourd'hui, il y a des plateformes, on a vu les drones, d'autres choses vont apparaître, et c'est vraiment le feu. C'est vraiment le feu. Il faut tirer pour tuer. Et là, vous attritionnez. C'est ça aujourd'hui l'enjeu d'un conflit symétrique. Juste pour compléter, parce que sur le fond, il y a une chose très juste. Il ne faut pas opposer innovation et masse. D'abord, c'est faux, parce que vous avez des choses qui sont très innovantes et qui peuvent être produites en masse. Tout le monde parle des drones, c'est exactement ça. A contrario, effectivement, vous avez des choses qui sont très innovantes et qui, elles, ne sont pas productives en masse. Et ça, par contre, il faut le savoir. Et puis enfin, vous avez des choses qui sont productives en masse, mais effectivement, comme ça l'a dit, ce n'est pas elles qui vont forcément porter la décision. L'inconvénient dans un conflit de haute intensité, c'est que vous avez en face de vous un ennemi qui est symétrique. Ça veut donc dire qu'il a le PITD, ça veut donc dire qu'il a l'équivalent du DGA ou ça veut dire que vous n'aurez jamais la suprématie totale et pérenne. Donc ça veut dire que cette suprématie, elle va être contestée. Si vous n'avez pas d'innovation, ça veut dire que vous renoncez à reprendre l'initiative et à reprendre la supériorité. Et si vous n'avez pas la masse, à un moment, c'est sûr que quand vous n'êtes pas capable de couvrir le terrain, vous ne pourrez pas aller très loin. Donc il ne faut pas opposer les deux. La seule chose qui est très importante, c'est de savoir ce qui est productif en masse, de ce qui ne l'est pas, pour ne pas induire des forces en erreur sur des capacités qu'elles n'auront jamais. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Aussi, une autre question qui a été posée par Camille. Cette conférence elle porte sur la législation française, mais il faut pas oublier qu'on est aussi avec des partenaires européens. Donc, quelle place donner dans les programmes d'armement à nos partenaires européens, que ce soit au niveau des compétences, mais aussi au niveau du financement? On peut penser au projet SCAF, notamment. Alors, je peux commencer, mais le SCAF, j'ai laissé la parole à mon voisin de droite. Non, l'Europe, c'est la réalité, évidemment. On ne peut pas, même si la France a réussi l'exploit de maîtriser l'ensemble de la chaîne, et bien sûr, le cœur du réacteur, son niveau, c'est la dissuasion nucléaire, et on est le seul État en Europe à posséder cela. Mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui de rester dans l'Hexagone, c'est pas concevable. On doit travailler ensemble. Et pendant très longtemps, Bruxelles s'est interdit de travailler dans le domaine de la défense. En même temps, les pays l'interdisaient aussi quelque part à Bruxelles. Mais tout ça, ça a changé. Ça a changé avec la Crimée, ça a changé avec le Bataclan, ça a changé avec les ambitions hégémoniques de M. Poutine. Et à la fin des années 2010, Bruxelles a décidé de faire des projets européens de défense, ce qu'on appelle le FED, les Fonds européens de défense. D'abord, ça a été la partie liée à l'innovation, le DIDP, et à présent, ce sont les programmes d'armement européens. Et il y a des règles pour les projets européens, ce qu'on appelle la règle des 3 pays. Il faut qu'il y ait au moins 3 pays différents, travaillant ensemble, en collaboration. Alors, le SCAF, évidemment,
aussi Charles du Futur, on a tout un tas de projets, mais en vérité, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent très très bien. Et d'ailleurs, pas forcément sous couvert de Bruxelles. Un des grands succès que tout le monde a à l'esprit, c'est MBDA. MBDA, magnifique entreprise franco-britannique. Qui pourrait dire aujourd'hui si c'est français ou si c'est britannique? La vérité, c'est que c'est une boîte européenne. C'est magnifique. Alors, d'abord, effectivement, il y a l'Europe au sens d'institution européenne, et il y a la coopération en Europe, éventuellement avec les États libres. Alors, d'abord, la coopération entre États en Europe, c'est pas maintenant. Le Transal, avion franco-allemand. Effectivement, MBDA, la plupart de ces gammes de missiles sont co-développées à plusieurs pays. Le missile Milan, franco-allemand. Donc, on n'a pas on découvre pas aujourd'hui la coopération européenne. Ce qu'on découvre, c'est probablement la meilleure structuration de la coopération européenne. Cela étant, on avait déjà créé l'OCAR pour conduire un certain nombre de programmes justement en coopération. Et puis probablement aussi une meilleure efficience des financements européens pour conduire à la conduite de ces opérations d'armement. Voilà. Là où il y a une vraie difficulté, je pense que on ne peut pas vraiment le cacher, c'est que comme ça a été dit, 80% de l'équipement étant acheté hors d'Europe, on a aussi des pays européens qui sont devant un dilemme assez compliqué de savoir s'ils se privent d'un allié comme les États-Unis, auquel il n'est pas toujours facile de dire non pour une coopération européenne qu'il va quand même falloir construire. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de dilemmes à résoudre. Alors, juste, comme il y a une différence de capacité globale entre les Français et les voisins, parce que les Français font tout ou savent tout faire, si on veut faire un programme en commun à 2, à 3 efficacement, il faut des règles simples. Les règles de retour industriel qui fait que dès qu'un pays paye, il a un retour équivalent à ce qu'il a payé, ne peut pas être la première règle, il faut que ce soit seulement la troisième. La première règle, c'est sur un programme, il faut qu'il y ait un leader, un industriel qui a été choisi pour être le leader, et pas un leadership partagé. Ensuite, il faut que les éléments à l'intérieur, les sous-systèmes, les sous-éléments, soient confiés aux plus performants des sous-traitants. Et après, s'assurer qu'en fonction de ce que les gens ont payé, les nations retrouvent le montant qu'ils ont donné. Mais si on veut être efficace, il faut commencer par avoir une organisation de programme qui soit efficace avec le leadership de l'ensemble et le leadership des sous-systèmes. Et s'il faut une équité en termes de retour industriel par rapport à ce que les nations ont payé, ce qu'on peut comprendre parfaitement, il faut que ça vienne en troisième pour faire des équilibres. Mais il ne faut pas transiger et ne pas confier, par exemple, à un industriel ou un pays qui n'en serait pas capable, un morceau dont il n'est pas capable, sous prétexte qu'il faut partager. Sinon, on est sous-optimal, et à ce moment-là, il vaut mieux être national. En revanche, si on respecte les règles que je donnais, on est tout à fait capable de faire des projets, comme ça ailleurs, ça existe depuis longtemps. On a aussi un nouveau paramètre qu'il ne faut pas négliger, parce qu'en fait, le client, c'est l'armée, en l'occurrence. Et pour faire un produit en commun, encore faut-il partager la menace, l'analyse de la menace. Et là, la menace, elle me semble commune. Ça a changé. Donc, à partir du moment où la menace et l'analyse de la menace est partagée, le besoin militaire est identique. Et là, on peut faire de la coopération fructueuse. Parce que quand la menace n'est pas partagée, les besoins sont multiformes. Et là, on a des moutons à 5 pattes qui, en général, se cassent la figure. Enfin, c'est un moment, ça ne marche pas. Donc là, on est vraiment un nouveau game changer, justement, dans la coopération industrielle et européenne. C'est qu'à mon sens, on partage la menace maintenant. Alors, on a encore une autre question, peut-être une dernière, plutôt à propos de la compétitivité, mais du coup, je pense la question qui est formulée par rapport à la formation. Comment rester compétitif? Comment toujours être toujours plus innovant? Et du coup, je pense que Mme Crépon pourrait répondre davantage là-dessus, mais quels sont les avantages en tant qu'ingénieur qu'il faut avoir pour se lancer dans cette industrie? Alors, la dimension de la question est formation, mais moi je voudrais rajouter un autre ingrédient qui est la recherche en fait. Parce que pour rester compétitif, innovant sur ces questions, il faut des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui proposent des formations
qui vont satisfaire les industriels et qui également est une capacité de recherche et qui mène des programmes de recherche soit seul, soit en coopération avec les industriels ou en lien avec la DGA. Donc des programmes de recherche sur les enjeux qui ont été identifiés. Et donc formation, recherche, évidemment innovation, et c'est avec ce triptyque que finalement on peut rester compétitif. Et je voudrais souligner l'action de la DGA en la matière, puisqu'en fait la DGA, à travers des financements particuliers, en fait soutient des programmes de recherche. Alors des programmes de recherche amont sur différents thèmes et domaines, et l'ENSTA et plus largement l'Institut Polytechnique de Paris, mais je pense qu'il y a d'autres écoles, enfin moi je peux témoigner de ce que je connais, en fait ont pu ancrer une recherche, la développer sur des thématiques qui sont vraiment importantes, et nous avons à l'Institut Polytechnique de Paris créé il y a maintenant 4 ou 5 ans, je pense, le centre interdisciplinaire de défense et de sécurité, qui a un très beau creuset pour rassembler toutes ces initiatives. Et tout ça, grâce à la DGA. Oui, grâce à l'AID, voilà, je vais être plus précis. Peut-être du coup, en revenir sur l'engagement, qu'est-ce qui devait nous marquer, du coup, je pensais en général, en fait, notre discussion de lundi, sur l'engagement en tant que jeune, quels sont un peu le fondamental qu'on doit avoir, de grande qualité pour se lancer là-dedans? Pour se lancer dans un engagement, c'est-à-dire quel type d'engagement? En tant qu'ingénieur qui vient d'arriver sur le marché, quel courage, quelle foi qu'il a avoir dans cette industrie pour savoir si c'est le bon choix qu'il fait? D'abord, c'est ce qu'a dit madame, c'est d'abord est-ce qu'il a des aspirations, qu'est-ce qu'il souhaite faire, est-ce qu'il a envie de servir, ça revient un peu à mes propos sur la notion de service. Servir son pays, c'est sous différentes formes, mais en effet la BITD s'y prête. Moi je pense qu'un ingénieur, en effet c'est un beau métier, je suis tout à fait d'accord. Ingénieur c'est un beau métier, quelle que soit la filière dans laquelle on rentre après son école d'ingénieur, c'est un beau métier. Ce métier, il peut l'exercer donc chez les acteurs industriels, il peut l'exercer chez des acteurs étatiques comme la DGA, il peut les exercer chez des acteurs étatiques plus proches des forces ou au sein des forces comme les SMITER, le SIAE qui est mon homologue pour l'aéronautique. Il peut le servir sous l'uniforme, comme moi. Voilà, il y a différentes formes d'engagement. Et puis c'est vraiment lié aux aspirations, il n'y a pas de prérequis particulier, c'est vraiment lié aux aspirations et surtout ce qu'il a envie de faire. Moi je trouve, et je rejoins ce que disait Marc, c'est la BITD offre un panel de filières, de métiers, d'accès à des technologies que vous ne trouverez pas forcément chez Bouygues ou dans d'autres domaines d'activité. Après, si vous avez envie de faire des immeubles, des constructions, des ponts, il faut aller chez Bouygues. Ou alors dans le génie de l'armée de terre. Mais ils sont moins durables, les ponts. Mais en tout cas, voilà, choisissez en fonction de vos aspirations. Je voudrais juste redire, alors ce qui a été dit dans la table ronde, c'est que c'est aussi un secteur ouvert, d'ouverture, c'est-à-dire que, et moi j'ai vraiment beaucoup d'amis et de camarades qui ont commencé au sein de la BITD, qui sont allés travailler dans le domaine de l'énergie, et puis qui ont... Voilà, donc c'est pas un enfermement, c'est vraiment un secteur qui est très ouvert, et en fait il est très ouvert parce qu'il y a cet élément technologique fort, qui est vraiment particulièrement intéressant, et puis ces exigences de qualité. Voilà, donc certains d'entre vous vont choisir de travailler dans ce domaine, et puis après changer de secteur selon les opportunités de la carrière. Merci beaucoup. Juste un petit point. S'il y a quelque chose qu'on a quand même pratiquement tous souligné, c'est que, et c'est même encore plus ancien, mais en tout cas de notre échelle professionnelle, le monde il a considérablement changé entre le moment où on est entré en fonction et maintenant, et à plusieurs reprises. Donc s'il y a une qualité qu'il faut avoir pour rejoindre l'industrie de défense et l'armement, alors c'est vrai aussi parfois dans d'autres industries,
c'est la capacité à s'adapter et à vouloir innover quel que soit votre segment. On peut penser évidemment à l'innovation, on a parlé d'IA, de quantique, etc. Mais par exemple, le maintien en condition opérationnelle innove continuellement. Donc même en phase de soutien, il y a de l'innovation. Et il y a une capacité à s'adapter à son environnement extérieur, à un environnement changeant, soit parce qu'on en prend l'initiative, soit parce qu'on est contraint de s'adapter à une menace. Donc si vous avez, j'ai envie de dire, l'envie de relever des challenges, soit par vous-même, soit parce que, entre guillemets, un adversaire vous les impose, si le fait d'aimer l'innovation, mais quelle que soit votre filière, votre segment, est quelque chose qui vous plaît au quotidien, alors effectivement, je pense qu'il y a de grandes chances pour que l'industrie de l'armement, la BITD ou les forces ou la DGA puissent vous offrir quelque chose qui vous plaira pendant la durée de votre vie professionnelle. Et effectivement, ça a été dit, votre vie professionnelle qui peut s'aérer dans d'autres secteurs industriels. Bon, ben, on va pouvoir clore cette